Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va analyser le contenu d'un article sur lequel je suis tombé récemment. Comme avec la vidéo sur Glassnode, le but c'est de lire l'article et d'essayer de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce qui est écrit dans l'article est pertinent ou pas et de développer un esprit critique. Alors contrairement à l'article sur Glassnode, celui-là il est un petit peu plus ancien, il date du 21 août 2022, donc plusieurs mois déjà, mais c'est un article dont le contenu revient assez régulièrement évidemment dans la sphère crypto, c'est-à-dire les articles de prédiction de prix. Et donc, on va essayer de voir ensemble ce qui est dit dedans, est-ce que c'est valable ou pas. Sachant que ce que je vais dire dans cette vidéo sera également valable pour la plupart des autres articles de ce type-là. Alors, c'est un article, comme je vous l'ai dit, qui date de l'été dernier et dans lequel l'auteur nous présente 5 modèles qui prédisent un prix du Bitcoin au-dessus des 1 million d'ici à 2030. Alors il y a 5 modèles, on va les passer en revue un par un. Je vais m'attarder sur certains modèles plus que d'autres pour essayer de compléter évidemment avec d'autres informations, notamment des courbes sur TradingView. On va commencer avec le premier modèle. Donc le premier modèle compare l'évolution du prix du Bitcoin avec le taux d'adoption d'Internet. C'est probablement une courbe que vous avez déjà vu passer à nombreuses reprises ces dernières années. Et donc c'est ici une courbe qui est fournie par Kine Island Digital Research. Kine Island qui est assez connu, qui fournit du contenu intéressant sur leur site. Probablement que j'en ferai une vidéo prochainement. Donc ici, vous le voyez, alors désolé, le fond est blanc. J'ai essayé de mettre le fond noir sur l'article que je viens de vous montrer à l'instant. Malheureusement, je ne peux pas le faire sur tous les articles parce que regardez, si je passe en fond sombre, on voit plus du tout les courbes. Donc là, ça sera en fond clair. J'ai évidemment pris en compte les retours que vous m'avez signalés lors de la précédente vidéo, le fait que vous préfériez que le fond soit sombre plutôt que clair, donc ça va être chose faite dorénavant sur les prochaines vidéos. Donc vous voyez ici, je suis sur le site de Kine Island, vous avez pas mal de modèles de prix intéressants, des modèles pas forcément très connus, il y en a qui sont connus comme par exemple le Metcalf, il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins, mais voilà, probablement que j'en ferai une vidéo prochainement, ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur ce premier modèle, l'évolution du prix du Bitcoin par rapport à Internet. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le prix du Bitcoin suit une courbe en S. Pourquoi en S? Parce qu'elle a la forme d'un S, même si on ne le voit pas forcément ici au premier abord sur ce graphique. Mais il faut imaginer qu'au début, la courbe, elle monte lentement. On a une adoption très très lente, c'est les early adopters. Ensuite, le prix monte de façon exponentielle et ensuite, au fur et à mesure du temps, ça tend à se tasser. Ça a été le cas par exemple avec Internet et plein d'autres modèles, pareil j'en ferai des vidéos à l'avenir. Et ici ce qu'on voit, bon on n'a pas le début du S, on ne voit pas là où ça monte lentement pour Internet, mais en tout cas on voit cette phase exponentielle qui va de plus en plus s'aplatir. Et donc selon cette courbe-là, eh bien on voit qu'en 2030 on aurait un prix du Bitcoin aux alentours de 1 million de dollars. On a également ici l'équivalent en année Internet. Vous voyez que ça commence en 1994 et ensuite ça va jusqu'en 2018 et vous voyez qu'en 2018, bon, on a plus de 90% de la population qui est équipée d'Internet. Donc là, avec le Bitcoin, bon, on en est encore très loin, on n'est même pas à 10%, même si ça reste quand même pas mal aujourd'hui. Mais vous voyez, ça laisse quand même pas mal de place à l'avenir. Alors cette courbe, elle est complétée d'une autre courbe en bas. Vous voyez, vous avez le nombre total d'utilisateurs d'Internet de 1992 à 2006, auquel on superpose cette fois-ci le nombre d'utilisateurs de Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, pareil, une courbe en S. Donc, c'est plus ou moins la même courbe qu'avant, sauf qu'ici, c'est le nombre d'utilisateurs du Bitcoin et pas le prix du Bitcoin. Et donc, voilà. Bon, ça, pareil. Bon, moi, je vais un petit peu rapidement dans cette vidéo. Le but, c'est pas d'avoir une vidéo qui dure 1 heure. Elle sera déjà assez longue comme ça. Moi, je vous montre uniquement les bases de l'article. Et ensuite, à vous, ensuite, de cliquer, comme toujours, dans la description. Vous trouverez le lien vers cet article si vous voulez voir un petit peu plus en détail chacune des courbes. Le but, c'est pas simplement que je lise l'article, parce que vous pouvez le lire, vous le passez à la limite si vous parlez pas anglais sur Google Trad. Vous l'aurez, le but c'est quand même que je complète avec des informations plus personnelles, notamment en l'occurrence ici des courbes TradingView, on va y venir dans quelques instants. On descend ensuite, on a une autre courbe, cette fois-ci c'est une courbe qui modélise l'évolution du nombre d'adresses Bitcoin, des adresses qui possèdent au moins 1 dollar, avec cette fois-ci non pas Internet, non pas seulement Internet, mais également le nombre d'abonnements téléphoniques. Donc vous voyez, vous avez en orange les adresses Bitcoin. Alors ici, on ne voit pas vraiment, ça se superpose un petit peu sur le prix du Bitcoin, mais voilà, on l'imagine ici un petit peu. On voit qu'évidemment, plus le prix du Bitcoin monte, plus le nombre d'adresses Bitcoin monte, c'est-à-dire que le prix suit l'adoption, ou l'adoption suit le prix, vous le voyez comme vous le voulez. Ensuite, on a une courbe mauve, une courbe en violet. Donc la courbe mauve, c'est les abonnements Internet, la courbe violet, donc la courbe mauve, c'est les abonnements téléphoniques, la courbe violet, c'est Internet. Et donc, vous voyez ici, vous avez une projection
Et de la même façon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que historiquement, le prix du Bitcoin a suivi l'adoption téléphonique, l'adoption Internet, et donc si on continue à suivre cette adoption dans les années à venir, ça pourrait nous donner un Bitcoin d'ici 2030 à 1 million de dollars. Donc voilà pour le premier modèle. Bon, c'est intéressant, il n'y a pas grand-chose à en dire, on superpose des graphiques, ça donne quelque chose qui semblerait-il est cohérent, donc j'ai pas spécialement d'informations à vous apporter par rapport à ce premier modèle. On pourrait se dire que ça peut être cohérent si l'adoption du Bitcoin continue dans ce sens-là. Maintenant, évidemment, on peut apporter un certain nombre de contradictions à ces modèles-là. C'est pas le but de cette vidéo, mais voilà. Le modèle, en tout cas, il est là, il est intéressant. Le premier, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est surtout les 4 suivants qui, pour le coup, vont beaucoup plus m'interroger. Alors, ce deuxième modèle, c'est un modèle qui prédit un prix du Bitcoin à 12,5 millions en 2031 selon Robert Breedlove, qui est le CEO de Parallax Digital. Bon, évidemment, c'est un modèle pour lequel je ne suis pas du tout d'accord, parce que contrairement au premier modèle où on commençait à donner certaines informations intéressantes, déjà on donne des dates, 2030, on donne un prix, 1 million, et on superpose avec des choses qui nous semblent cohérentes. Les forfaits téléphoniques, Internet, on compare le prix du Bitcoin, mais également les adresses Bitcoin. Voilà, il y a quand même pas mal de données, ça peut sembler pertinent. Dans le deuxième modèle, on nous balance simplement un graphique, on nous dit voilà le Bitcoin à 12,5 millions en 2030. En 2031, bon, c'est peu intéressant. Alors, ici, on nous dit en une phrase que son calcul est basé sur l'expansion du M2. Alors, le M2, j'y reviens dans quelques instants. Et donc, l'auteur voit un Bitcoin à 100 000 dollars en 2022. Donc, c'était l'année dernière. Bon, ça n'a pas trop fonctionné. Et à 2,5 millions en 2031. Bon, il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc, pour moi, ce modèle, je suis évidemment pas du tout d'accord avec ça. Surtout que c'est quand même pas mal en contradiction avec le modèle précédent. Le modèle précédent, on est à 1 million. Là, on passe à 12,5 millions. Bon, on a un ratio de plus de 12 fois. C'est énorme. Donc, est-ce qu'on croit le premier modèle? Est-ce qu'on croit le deuxième modèle? Pour le moment, je tendrai quand même beaucoup plus vers le premier modèle. Alors, je vais juste m'attarder un petit peu, pour le coup, et c'est cette partie-là qui est assez intéressante, c'est le M2. Ici, l'auteur dit que son modèle est basé sur déjà le M2. Donc, c'est la monnaie en circulation et également la perte de pouvoir d'achat en dollars. Alors, le M2, vous allez pouvoir le trouver sur TradingView. Donc ici, je bascule sur TradingView. Et sur TradingView, vous avez un certain nombre de courbes vraiment intéressantes. On va commencer avec le M2, hop là. Donc pour le trouver, le M2, vous tapez tout simplement dans la barre de recherche M2SL et vous trouvez ça. Alors le M2, c'est quoi? C'est tout simplement la quantité de monnaie en circulation aux États-Unis. Donc ce sont les pièces, ce sont les billets, c'est également l'argent qui se trouve dans les comptes d'épargne, etc. Donc vous avez plusieurs variables. Vous avez le M0, le M1, le M2, le M3. Le plus utilisé, le plus connu, c'est le M2. Et donc là, vous voyez la quantité de monnaie en circulation depuis 1960 environ, donc sur les 60 dernières années. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que la quantité de monnaie en circulation, elle augmente. Bon, ça c'est évident, il faut que la quantité de monnaie en circulation augmente pour d'une part soutenir la croissance et également pour la population. On a une population de plus en plus nombreuse et donc il faut un petit peu plus de monnaie en circulation pour que chacun en ait un petit peu, même si évidemment ça fonctionne pas vraiment comme ça, je simplifie, il y a évidemment tellement d'autres variables à prendre en compte dedans, mais voyez l'idée. Et donc ce M2SL, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'il a tendance à évoluer de façon exponentielle parce que je suis quand même en échelle log. Vous voyez qu'en enlevant l'échelle log, ça évolue vraiment de façon exponentielle. Si on se met sur l'échelle log, on voit que ça évolue de façon plus ou moins linéaire et depuis le Covid, vous en avez probablement entendu parler, on avait une injection massive de liquidité, on imprimait des billets à tout va et donc là vous le voyez, on passe d'une valeur de 15,124 à une valeur de 21 en l'espace de quelques mois seulement. Donc on a ajouté l'équivalent en quelques mois de 30% de la masse monétaire en circulation qui a été émise depuis le début des pièces et des billets. C'est énorme évidemment et on le voit ici parce qu'on a une hausse brutale alors qu'on est en échelle logarithmique. Vous voyez bien que si je me mets en échelle linéaire, la hausse elle est encore plus brutale. Donc voilà, par rapport au M2SL, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Pareil, si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo parce que on peut l'appliquer à énormément d'indices. On peut l'appliquer déjà au Bitcoin, on peut l'appliquer au S&P, au Dow Jones, au CAC 40, etc., etc. Ce qui nous permet non pas de regarder la hausse brute des indices, que le S&P y prend en moyenne 10%, 11, 12% par an historiquement, mais de lui appliquer
un filtre supplémentaire, de le lisser en fonction de la masse monétaire en circulation, pour être plus précis, en le divisant par la masse monétaire en circulation, ce qui nous permet de voir réellement de combien évoluent ces différents indices. Et en fait, on se rend compte que, ok, on gagne de l'argent en investissant en bourse parce que le prix monte, mais derrière, on se fait aussi quand même diluer. Comme avec les cryptos finalement. Lorsque vous achetez un Bitcoin, mais que au moment où vous l'achetez, le Bitcoin, vous en avez 10 millions et que quelques années plus tard, vous en avez 20 millions, vous en avez 2 fois plus, donc entre guillemets, votre Bitcoin est censé valoir 2 fois moins. C'est pas réellement, évidemment, le cas pour le Bitcoin, mais pour les shitcoins qui, justement, ont une impression massive, notamment via les programmes de staking, etc., bah, vous faites quand même diluer, il faut faire attention à ça. Se faire diluer, c'est pas très grave, mais ça dépend du pourcentage de dilution. Si vous faites diluer de 2%, 3% par an, ça va. Si vous faites diluer de 50% par an, ça pose un gros problème. Et évidemment, il y a énormément d'altcoins qui sont dans ce cas-là. Donc voilà, par rapport au M2SL, c'est vraiment un outil que je vous recommande d'utiliser, qui est vraiment intéressant, et je vais vous montrer quelques exemples de comment l'utiliser. Vous pouvez déjà, évidemment, l'utiliser sur le S&P. Donc là, vous avez le SP500. Si vous voulez le chercher sur TradingView, c'est juste SPX. Ensuite, vous prenez celui que vous voulez ici. Moi, j'ai pris le premier. Et donc là, vous avez l'évolution du S&P depuis très très longtemps. Alors le donut, ça a plus d'historique, mais bon, on va se contenter du S&P pour cette vidéo. Et donc là, vous avez l'évolution du S&P. En regardant cette courbe, alors je suis en échelle logarithmique, hein. Si je me mets sur l'échelle linéaire, comme toujours, c'est exponentiel. En échelle logarithmique, on a l'impression que ça évolue de façon linéaire. On se dit que si on avait investi en 1970, 1980 par rapport à aujourd'hui, on aurait gagné beaucoup d'argent. Ça, c'est le S&P brut. Mais si on regarde le S&P en prenant en compte la quantité de monnaie en circulation, donc en prenant S&P divisé par le M2SL que je vous ai montré précédemment, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis un investissement qui date des années 60, 1960, eh ben, finalement, le S&P, il a fait du surplace. Alors oui, à certains moments, si on investit par exemple ici dans les années 80, c'est intéressant. Si on investit sur la crise des subprimes, c'est intéressant. Si on investit ici, crise Covid, c'est intéressant, ça rebondit ensuite. Et on a également des très mauvais moments pour investir, notamment, par exemple, sur la bulle des subprimes au début des années 2000. Et donc, vous voyez que sur le long terme, le S&P évolue de façon linéaire si on prend en compte la quantité de monnaie en circulation. Lorsqu'on prend le S&P brut, on ne sait pas vraiment à quel moment on investit. Vous voyez, surtout si on regarde depuis 2009, finalement, on a l'impression que ça monte en ligne droite. On ne voit pas vraiment des points d'entrée intéressants. Eh bien, avec le S&P divisé par le M2SL, on voit que depuis 2009, alors je dézoome un petit peu, hop là. Si on regarde depuis 2009, oui, là, c'est vachement intéressant d'investir. Mais ensuite, par exemple, on peut imaginer ce niveau de résistance. Et donc, lorsqu'on a une énorme baisse, on investit, par exemple ici, par exemple ici, par exemple ici. On évite d'investir lorsqu'on arrive sur ce niveau de résistance qui, historiquement, était un gros niveau de résistance. Vous le voyez ici, c'était une résistance des années 60, tout au long des années 60 finalement. Donc ici, investir par exemple l'été dernier, l'été d'il y a un an et demi, en août 2021, c'était pas un bon moment, depuis le marché a pas mal retracé. Là, ça a quand même bien retracé, bon même si on a un rebond depuis quelques semaines, ça a pas mal retracé, là on est arrivé sur des niveaux intéressants de support qui pareil ont servi de support historiquement. Donc on peut utiliser comme ça le M2SL, c'est un outil parmi tant d'autres, mais on peut par exemple borner le prix. Alors ici, vous voyez que j'ai pris un facteur multiplicatif énorme parce que le MDSL, pour le diviser par rapport au S&P, ça fait un nombre en 0,000, etc. Et donc ici, ça me permet d'avoir une sorte de base 100. Lorsqu'on est en dessous du niveau des 70 par exemple, on est sur des bons niveaux d'achat, et lorsqu'on est au-dessus du niveau, par exemple, des 110, on est surévalué, comme par exemple ici. Et en ce moment, on est sur une valeur correcte, on est légèrement en dessous de 100. Et l'avantage de ça, c'est que c'est un indicateur que vous pouvez utiliser tout au long de votre vie, a priori. Là, c'est valable depuis les années 60, ça sera toujours valable dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça nous donne une zone de quand acheter, de quand revendre. Plus ou moins, évidemment, ça a complété avec d'autres indicateurs. Alors que si on prend le S&P brut, on ne peut pas en faire grand-chose finalement. Le S&P brut, là, ça monte, on ne sait pas vraiment à quel moment investir. Est-ce qu'un S&P, lorsqu'il était ici, en été 2020, c'était un bon moment pour acheter ou pas? Difficile de le savoir. Alors évidemment, on peut aussi, là aussi, trouver des contre-arguments au M2SL, notamment par exemple ce qui s'est passé depuis la crise Covid où on a une impression massive de liquidité. Mais voilà par rapport à ce que je voulais vous dire sur ce M2SL, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que moi j'utilise régulièrement, donc que je vous recommande évidemment aussi d'utiliser. Donc là, pour revenir à notre article, l'auteur nous dit que voilà, le calcul est basé sur le M2SL. Bon, on comprend pas grandement la chose dedans. Pourquoi? Parce que là, j'ai superposé le M2SL au prix
du S&P, mais si je le superpose au prix du Bitcoin, ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que déjà le Bitcoin est très volatile, donc le M2SL, on n'a pas une impression massive de liquidité par rapport à ce qu'on a sur la hausse du Bitcoin. Si le Bitcoin historiquement par exemple a pris 100% par an, bon, on n'imprime pas de la liquidité à hauteur de 100% par an, c'est pas possible. Donc évidemment, lorsque on prend le M2SL sur le prix du Bitcoin, Bitcoin divisé par M2SL, bon, on retombe plus ou moins sur le prix du Bitcoin. Là, je l'ai pas fait sur cette vidéo, j'ai pas préparé le graphique, mais grosso modo, c'est le prix du Bitcoin, donc ça sert pas à grand chose. D'autant plus que sur le Bitcoin, on a seulement 10-15 ans d'historique, donc c'est pas très représentatif par rapport au M2SL. Donc c'est pour ça que le modèle numéro 2, j'émets énormément de réserves là-dessus. On passe au modèle numéro 3. Donc le modèle numéro 3, c'est un modèle également qui a une base intéressante, mais qui est pas mal erroné, je trouve. Donc le modèle numéro 3, bon, c'est pareil, là aussi déjà, premier problème, c'est très court, on n'a pas de graphique, on n'a pas d'explication sur la méthode de calcul, on nous sort des valeurs sorties du chapeau. En quoi consiste ce modèle? Ce modèle, simplement, l'auteur, Greg Foss, pense que le Bitcoin va à terme remplacer une partie de l'allocation en obligations. Vous savez, dans les portefeuilles généralement recommandés pour du long terme, on a ce fameux portefeuille 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations, où on a également des portefeuilles de type 25-25, 25-25 avec 25% d'obligations. On a également des portefeuilles 50-50 avec dedans 50% d'obligations long terme via le TFTLT. Enfin bref, il y en a des dizaines et des dizaines de portefeuilles comme ça, où à chaque fois il y a une petite pondération d'obligations à l'intérieur, enfin plus ou moins petites. Avoir des obligations dans un portefeuille sur la finance traditionnelle, c'est intéressant. Faut pas non plus en avoir 50%. Ça sert pas à grand chose parce que les obligations, déjà rapportent très peu de rendement, voire pas de rendement. Et surtout, c'est un actif, malgré tout, qui est volatile. Souvent, on a tendance à penser que les obligations, c'est un actif qui n'est pas volatile. C'est quand même volatile, hein. Vous prenez par exemple les obligations US à long terme via l'ETF TLT, par exemple, que je vous recommande absolument pas. C'est un ETF très volatile. Et finalement, on n'a pas trop de rendement. Et si vous voyez son évolution, alors je vais quand même vous le montrer sur TradingView. J'avais pas prévu de le faire, mais hop, on va le rajouter ici. Donc, vous le voyez pour le trouver, c'est émis par iShares, donc BlackRock. Ici, vous avez les bons du Trésor américain avec une maturation à 20 ans et plus, donc ça peut être 20 ans comme ça peut être du 25, du 30 ans. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis 2020, depuis 2 ans, l'ETF a perdu la moitié de sa valeur, alors que souvent on a tendance dans notre imaginaire à penser que les obligations c'est quelque chose de safe, c'est quelque chose d'intéressant, de peu risqué, avec des rendements chaque année de 2, 3, 4%. En réalité, vous voyez que ça a perdu la moitié de sa valeur pour quelqu'un qui aurait investi il y a 2 ans. Alors là, c'est parce que c'est des obligations long terme, hein. Il y a des obligations qui sont intéressantes, notamment les obligations court-moyen terme. C'est un petit peu plus intéressant, c'est moins volatile pour un rendement grosso modo similaire. Mais bon, c'est pas l'objectif de cette vidéo. En tout cas, les obligations US long terme, même les obligations tout court long terme, je vous les recommande pas parce que c'est beaucoup trop volatile par rapport au peu de rendement que vous allez avoir. Les obligations, je le précise, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des sortes de dettes. Voilà, ça peut être des dettes d'entreprise, ça peut être des dettes d'État, des dettes de municipalité, ça peut être des dettes de région, ça peut être des dettes un petit peu dans tous les sens, mais c'est le marché de la dette. Et donc, l'auteur ici, pour revenir à notre troisième modèle, estime, pense que le Bitcoin pourrait représenter 5% du marché mondial de la dette, qui actuellement, selon lui, vaut 900 trillions. Alors, 900 trillions, c'est 900 000 milliards. Attention, en anglais, trillion, billion, c'est pas la même chose. Ici, 900 trillions anglais, ça correspond en français à 900 billions. 1 billion égale 1000 milliards. Donc, on a 900 000 milliards. Alors, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce modèle-là. Bon, déjà, il estime que le marché de la dette pourrait valoir 900 000 milliards. Alors, je ne sais pas où il a trouvé cette valeur, ça me paraît énorme. On est plutôt sur une valeur de l'ordre de 200 000 milliards, voire même un petit peu moins. Donc, 900 000, ça me paraît déjà énorme, 900 000 milliards. Et donc, il dit que ça permettrait d'avoir un Bitcoin à 45 trillions. C'est pareil, énorme, de 45 trillions. Admettons qu'on reprend la valeur ici de 200 000, qu'on la divise grosso modo par 4, pour avoir 200 et quelques mille milliards, eh bien ici on tombe entre 10 et 15 billions. Bon, ça nous donnerait, selon lui, un Bitcoin à 2 millions. Pareil, si on redivise à peu près par 4, c'est 500 000 $ en réalité. Mais encore une fois, les valeurs, on ne sait pas d'où il les sort. Ici, il estime un marché de la dette à 900 billions, mais quand, à quelle date? En 2020, 2030, 2050, il estime que ça pourrait prendre 5%
Pourquoi 5? Pourquoi pas 1%? Pourquoi pas 10%? 5%, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans un portefeuille long terme, et ça, je pourrais également en faire une vidéo, si vous avez dans un portefeuille long terme des ETF actions, un petit peu d'or, un petit peu de foncière, immobilier, un petit peu d'obligations, et vous décidez d'investir une partie en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, à hauteur de 5%, 10%, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir une énorme performance tout en prenant un risque modéré. Avoir 5 à 10% de crypto dans un portefeuille long terme, c'est clairement intéressant. Mais de là à voir que le marché de la dette, dans sa totalité, dans sa globalité, représenterait 5%, enfin que le Bitcoin pourrait prendre 5% de l'allocation, c'est vraiment énormissime. Alors, s'il estime que ça pourrait être le cas en 2100, pourquoi pas? Mais je pense pas que c'est ce qu'il estime. Mais malheureusement, encore une fois, le problème de ce modèle, c'est qu'on n'a pas de date. Donc 2 millions en 2100, pourquoi pas? 2 millions en 2030, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Donc voilà, par rapport à ce modèle-là, pareil, il faut toujours, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est développer un esprit critique sur ce qu'on lit. Quand on a des informations, alors évidemment, il faut derrière avoir un minimum d'informations. Il faut savoir ce que c'est le M2, M2SL. Il faut savoir à peu près combien représente le marché des obligations et des valeurs cohérentes. Ça demande simplement à être curieux, à lire, à regarder des vidéos, lire énormément d'articles, regarder pas mal de vidéos, lire du contenu, être curieux, ça va vous permettre justement de connecter les différentes informations et donc de vous faire un esprit critique. Donc le modèle 2, le modèle 3, vous voyez que c'est pour moi des modèles quand même très incomplets. Le modèle numéro 1, au moins on a de la data derrière, donc ça semble sur le papier relativement intéressant, mais il faut aller quand même creuser derrière. Est-ce que ces données sont vraiment réelles? Ça, pour le coup, j'ai pas fait ce travail de le faire, parce que, évidemment, je ne connais pas ces valeurs-là par cœur, mais il faudrait faire le travail derrière. On passe au modèle numéro 4. Donc le modèle numéro 4, c'est un modèle qui est fourni par ARK Invest et qui a une théorie selon laquelle le Bitcoin pourrait valoir 1 million en 2030. Bon, on a une valeur, c'est 1 million, on a une date, c'est 2030, on a la source ARK Invest et on a un graphique pour nous montrer d'où vient ce 1 million. Alors juste avant de passer à ça, j'ai oublié de vous parler de quelque chose sur TradingView. Je reviens sur TradingView par rapport au graphique que je vous ai montré précédemment. Il y avait deux autres données que je voulais vous montrer qui peuvent vous intéresser. C'est déjà le taux de la Fed. Donc pour le trouver sur TradingView, vous tapez Fed Funds. C'est pas vraiment le taux réel, hein. C'est une approximation du taux directeur de la Fed, mais ça vous donne quand même une belle approximation. Et c'est l'avantage de Fed Funds, c'est que vous avez un historique énorme. Donc vous voyez, ça remonte aux années 50. Alors si vous voulez le vrai taux directeur actuel, qui n'est pas lissé, vous allez avoir un historique qui me semble que de 20 ou 30 ans. Donc je préfère utiliser Fed Funds. Et donc là, on voit que le taux directeur est au-delà des 4%. Grosso modo, les obligations rémunèrent à peu près 4%. 4-5%, ça dépend des obligations actuellement. Mais vous voyez que c'est pas si intéressant que ça, parce que ici, vos obligations vous rémunèrent 4%, mais il faut connaître l'inflation derrière. Et l'inflation, vous pouvez la trouver sur TradingView toujours, avec ce ticker-là, USIRYY, donc c'est le taux d'inflation aux États-Unis. Et donc, hop, on enlève l'échelle log. Le taux d'inflation aux États-Unis, vous le voyez, depuis 30 ans, il était plus ou moins stable. On était grosso modo entre 1 et 4%. Et depuis 2021, on a une explosion. On est monté légèrement au-dessus des 9%. Là, on redescend un petit peu. Vous voyez, là aussi, les obligations, c'est pas très intéressant. Les obligations dans un portefeuille, c'est intéressant. Ça permet de diversifier son portefeuille par rapport à la volatilité, parce que c'est complémentaire au marché action. Vous avez une faible corrélation. Ça, c'est intéressant. Mais pour y chercher du rendement, et malheureusement, je vois que certains cherchent du rendement via les obligations, c'est pas du tout intéressant parce que vos obligations vont peut-être vous rémunérer 3, 4, 5%, mais vous allez avoir une inflation de 6%. Donc vous allez vous faire ronger par l'inflation. Déjà, quand j'avais pris, vous voyez le graphique du S&P contre le M2SL par rapport à la quantité de monnaie en circulation, ça fait du surplace depuis 60 ans. Vous prenez quand même le marché action qui performe le plus. Le marché américain a énormément performé ces dernières années, ces mêmes dernières décennies. Et quand vous le mettez par rapport au M2SL, vous voyez que ça fait du surplace. Alors vous imaginez bien que si je mets les obligations par rapport au M2SL, ça sera une courbe qui va tendre vers 0. Donc faites bien attention à ne pas aller simplement sur les obligations en vous disant c'est safe, ça aura du rendement. N'oubliez pas que c'est de la dette et ça peut faire faillite. L'État français a fait faillite à de nombreuses reprises. Donc si vous achetez de la dette française, faites attention. Vous avez énormément d'entreprises qui ont fait faillite. Donc si vous achetez une obligation d'entreprise, par exemple l'entreprise Coca ou McDo, ça va. Mais si vous achetez une entreprise un petit peu plus risquée, parce qu'elle va verser plus de rendement, attention si elle ne fait pas faillite. Parce que Coca, McDo, oui, c'est moins risqué, mais vous allez avoir aussi moins de rendement, évidemment, parce que le rendement vient avec le risque. Plus vous risquez, plus potentiellement le rendement est élevé. Ou en tout cas, plus le rendement que vous souhaitez
est élevé, plus vous allez devoir prendre du risque. Et plus vous souhaitez moins risquer, et plus le rendement derrière sera faible. Donc voilà, vous avez ici l'inflation aux États-Unis. Donc vous voyez que l'inflation à long terme aux États-Unis oscille aux alentours des 2-3%, mais actuellement on a un pic. Alors c'est pas qu'aux États-Unis, c'est partout dans le monde. On a eu un pic, là c'est en train de se calmer vers les 6-7%, mais ce sont déjà des pics qu'on avait pu observer par exemple dans les années 70, vous voyez, notamment à cause des chocs pétroliers en 1973 et en 1979. On avait également ici l'inflation suite à la Seconde Guerre mondiale, évidemment, et ici, la Première Guerre mondiale. Donc voilà, très important de pas simplement regarder un actif, que ce soit le Bitcoin, le S&P, l'Ethereum, que sais-je, mais toujours prendre en compte derrière les différents paramètres, notamment l'inflation. L'inflation, mais également le taux de monnaie en circulation, le M2SL. Et donc ici, je repasse sur le modèle numéro 4, et donc sur le modèle numéro 4, on voit ici que, en tout cas en 2021, la capitalisation du Bitcoin valait 1000 milliards, 1 billion. Et en 2030, on a une estimation ici à 28 billions, ce qui nous donnerait à peu près un Bitcoin à 1 million, 1 360 000. Et ici, ARK Invest nous le décompose en différents use cases pour le Bitcoin. Donc on en a, hop là, on en a 8. On en a 8, je vais zoomer un petit peu plus, parce que c'est vrai que là, c'est quand même un peu dézoomé. Donc on a ici le fait de l'utiliser comme moyen de paiement sur le réseau. Donc on a ici le fait de l'utiliser comme moyen de paiement. On a comme monnaie sur les marchés émergents, etc. etc. Bon, vous avez quand même pas mal d'informations. Vous avez par exemple de la trésorerie d'entreprise. On peut imaginer que les entreprises du SP500, les 500 entreprises les plus capitalisées des États-Unis, c'est pas exactement ça, mais c'est plus ou moins ça, pourraient avoir dans leur réserve 5% de leur cash qui serait en Bitcoin. Et donc ça donnerait un Bitcoin à 200 000 $. Et si on additionne par exemple avec 10% du M2, donc le fameux M2 dont je vous parlais avant. Et si on additionne ici avec le deuxième use case, donc qui est la monnaie des pays émergents, donc on va dire 10% du M2, ça pourrait représenter un Bitcoin à 133 000 $. Et donc en additionnant ces différentes valeurs, 200 000, 133 000 et les autres, on tombe à 1 million et quelques. Bon, évidemment, ce modèle-là me paraît un petit peu foireux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal d'hypothèses qui ont été faites, et ça, je vous redis la même chose que ce que je vous ai dit la dernière fois sur la vidéo de Glassnode. C'est qu'il faut absolument faire attention aux hypothèses parce qu'on peut vraiment tomber sur tout un tas de résultats en fonction des hypothèses qu'on prend au préalable. Et surtout, ces hypothèses-là, il suffit de changer un tout petit paramètre pour qu'on change totalement la valeur finale. Par exemple, ici, pourquoi on prendrait 10% du M2? Pourquoi pas 5%? Pourquoi pas 1%? Pourquoi pas 20%? Si on prend en compte ici 5% du cash des entreprises du SP500, pourquoi 5? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 10? Pareil en bas, ça pourrait servir comme de l'or digital, comme réserve de valeur. Pourquoi ça ferait 50% de la market cap de l'or? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 80%? Vous voyez, donc c'est pas mal d'hypothèses qui sont faites et qui me dérangent quand même un petit peu. Et je me demande même, est-ce que ces hypothèses-là n'ont pas été faites exprès pour avoir des valeurs rondes, c'est-à-dire au niveau de la date, la valeur ronde des 2030, et au niveau du prix du Bitcoin, une valeur ronde symbolique des 1 million, parce que si on était tombé sur 850 000 $, peut-être que ça aurait moins fait les gros titres. J'ai quelques doutes là-dessus, mais voilà, pareil, modèle qui pour moi, ok, est un petit peu détaillé, mais les valeurs sont sorties du chapeau, entre le 50, le 10, le 25, le 1, et là, vous voyez même, en termes d'investissement des institutionnels, 2,55%, je trouve ça quand même précis. Pourquoi pas 2,5 tout simplement? Voilà, beaucoup d'hypothèses qui sont faites qui me laissent penser que c'est sorti du chapeau. Donc voilà pour le modèle 4, pareil, c'est un modèle où j'ai pas mal de réserves là-dessus. Et on passe ensuite au modèle 5. Alors pour le coup, le modèle 5 n'utilise pas vraiment des hypothèses, mais se base plutôt sur le prix historique du Bitcoin, donc notamment par rapport à la loi de puissance où on dessine un corridor sur le prix du Bitcoin. J'ai déjà fait une longue vidéo là-dessus, il me semble en 2019, si je dis pas de bêtises, peut-être 2020, début 2020. Vous trouverez de toute façon la vidéo sur la chaîne ici présente, Journal du Coin, tapez sur YouTube Journal du Coin, corridor Bitcoin, et vous allez probablement tomber sur la vidéo où j'explique comment on construit cet indicateur-là. Et donc cet indicateur-là, tout simplement, on prend quoi? On prend log du prix en fonction de log du temps, d'accord? Donc c'est pas comme ce qu'on a sur TradingView, où on met le log du prix, mais avec un temps normal. Ici, on est en plus en log de temps. Et on voit que log de prix en fonction de log de temps, le prix du Bitcoin évolue de façon linéaire à l'intérieur d'un sorte de corridor. C'est également un indicateur dont je parle fréquemment dans les vidéos d'analyse. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est quand même assez bas
et qu'on est potentiellement sur des très bons niveaux d'achat pour aller rechercher la borne haute. Alors, pour tout ça, je vais vous montrer tout simplement sur TradingView. Et donc là, vous voyez, j'ai rajouté ce fameux indicateur corridor sur le prix du Bitcoin. Et on voit qu'en effet, on a ici plusieurs fois le Bitcoin qui rebondit sur la borne basse et plusieurs fois sur la borne haute. Alors, c'est pas exactement les mêmes formules que ce qui est ici, mais grosso modo, c'est la même chose. On se base sur le prix historique du Bitcoin. Et donc, ce modèle-là, il estime quoi? Il estime que le prix du Bitcoin pourrait atteindre les 1 million fin 2027. Alors, moi, si je pars sur cet indicateur-là, qui semble historiquement bien fonctionner, vous voyez qu'à nouveau là, on a rebondi sur la borne basse de l'indicateur et qu'on semble avoir fait le point bas. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous sors une vidéo ce vendredi sur un autre indicateur. On semble avoir fait le point bas. Le cycle de baisse est terminé. On semble vouloir repartir vers un nouveau cycle de hausse. C'est en tout cas très probable par rapport aux nombreux indicateurs qu'on voit, que ce soit technique ou même fondamental. Je vous réserve d'ailleurs 2 vidéos à ce sujet. Déjà vendredi, vous allez avoir un indicateur assez simple à utiliser et qui est disponible sur Internet, donc vous pourrez y accéder. Et ensuite, mardi prochain, une vidéo un petit peu plus poussée sur des données plus fondamentales où on reviendra justement sur tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à l'inflation, la Fed, Banque centrale, etc. Donc ça sera un article un petit peu plus poussé mardi prochain. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le prix du Bitcoin, selon le modèle numéro 5, pourrait atteindre 1 million fin 2027. Alors moi, si je pars fin 2027, vous voyez ici, grosso modo, je suis là, et qu'on prend la courbe blanche, qui est la moyenne du prix du Bitcoin, on obtiendrait plutôt un Bitcoin à 260 000 $. 250, 260, c'est quand même cohérent. 1 million, ça paraît quand même énormissime. Alors je sais que c'est un fantasme d'avoir un Bitcoin à 1 million, mais il faut aussi parfois être raisonnable. Le Bitcoin aujourd'hui vaut à peu près 22 000. Bon, avoir un x10 sur le prix du Bitcoin d'ici 4 ans, c'est quand même pas mal, hein. Faut pas oublier que la volatilité sur le Bitcoin tend à diminuer, ou en tout cas, les hausses tendent à distribuer des rendements de plus en plus faibles. Donc avoir un x10 en 4 ans, c'est énorme, hein. Vous investissez aujourd'hui 10 000, vous avez 100 000 en 4 ans, c'est énorme. Alors évidemment, ici on est quand même très bas, on peut imaginer que dans 4 ans on soit sur la borne haute, mais même si on va sur la borne haute ici fin 2027, on est plutôt sur du 850 000 à 900 000 $. On n'est pas vraiment à 1 million. Et encore, là, je prends la borne haute extrême que le prix du Bitcoin n'a touché qu'à 3 fois. Il ne l'a pas touché ici en 2021. Donc, on va plutôt rester sur des valeurs raisonnables. La courbe blanche est plutôt du 260 000 à peu près fin 2027. Et même, regardez, si je pars ici en 2031, début 2031, ça nous donne un Bitcoin à 650 000 et non pas 1 million. Vous voyez, par rapport aux différents modèles qu'on a vus précédemment, notamment le modèle numéro 1 qui estime un prix du Bitcoin en 2030, 2031, 1 million, c'est plutôt du 650 000. Alors oui, 1 million, si on va se rapprocher de la courbe rouge, c'est possible, mais on va falloir un petit peu forcer sur la hausse. Mais bon, on verra, tout est possible. Voyons déjà à court terme ce que peut faire le Bitcoin. Enfin, quand je dis à court terme, on est quand même sur de l'unité de temps de weekly, donc c'est pas vraiment du court terme, mais si le Bitcoin repart chercher la courbe rouge ici, on va dire d'ici, allez, 2 ans, début 2025, ça nous donnerait un Bitcoin vers les 350 000 $ grosso modo. Vous voyez, on est encore très loin du fameux 1 million. Et encore, après, il faut qu'il retrace et qu'il remonte, à condition qu'il poursuive évidemment les mêmes cycles qu'il a pu faire depuis ses débuts. Donc voilà par rapport à cette vidéo, voilà pour les 5 modèles. Donc pour conclure, premier modèle potentiellement intéressant, mais à creuser un petit peu plus. Au moins on a la source, on a une date, on a une valeur, donc c'est le modèle, on va dire, qui me semble le plus cohérent. Modèle 2, beaucoup d'imprécisions, comme je vous l'ai dit, ça me paraît quand même sorti du chapeau. Modèle 3, j'en parle même pas. Le modèle 4 également. Le modèle 5, c'est pas vraiment un modèle qui donne des valeurs précises. On se base plutôt sur l'historique du prix du Bitcoin pour estimer une valeur future. Donc j'ai plutôt l'impression que l'auteur de l'article voulait mettre symboliquement 5 modèles, il ne savait pas quoi mettre en 5e position, il a mis ça, mais ça reste un modèle intéressant, c'est un modèle que j'utilise, c'est un modèle qui est vachement intéressant. Donc voilà, si je devais en retenir 2, ça serait le modèle numéro 1 et le modèle numéro 5. Pour retenir donc dans cette vidéo, le but comme toujours, c'est pas juste d'aller regarder un article en se disant le prix du Bitcoin pourrait atteindre telle valeur en telle année. Tout est possible, hein. On peut très bien estimer que selon le stock to flow, selon la courbe de régression, selon ceci ou cela, on peut avoir une certaine valeur, mais oui, ce qu'il faut surtout se demander, c'est les hypothèses derrière. Est-ce que les hypothèses derrière sont trop optimistes ou bien est-ce qu'elles sont trop conservatives? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un juste milieu? Et idéalement, ce qu'il faudrait, c'est aussi borner le prix. Prendre des hypothèses très conservatives, donner un prix du Bitcoin en 2030, par exemple 200 000 $, et ensuite prendre des hypothèses très optimistes
et avoir un prix du Bitcoin, par exemple, à 2 millions. Alors évidemment, le Bitcoin est très volatile. 2030, c'est dans de nombreuses années, donc pour prendre des estimations sur un an, ça va. Prendre des estimations dans 7 ans, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, on pourrait avoir une énorme fourchette entre 200 000 et 2 millions. Évidemment, c'est pas intéressant, ça fait pas cliquer. Mais voilà, il faut toujours aussi, vous, de votre côté, mettre en perspective les différentes données, remettre en question les différentes hypothèses et pour essayer d'estimer, comme vous le pouvez, une valeur du prix du Bitcoin en 2030. Pour ma part, c'est pas forcément ce que j'essaie de faire. Pourquoi? Parce que il peut se passer tellement de choses en 2030 que déjà, essayer d'estimer le prix du Bitcoin d'ici la fin de l'année, ça peut être un défi vraiment qui pourrait prendre des heures et des heures de contenu vidéo. On peut estimer le prix du Bitcoin avec les différents indicateurs, que ce soit technique, fondamental. On peut estimer ça avec des données on-chain. On peut estimer ça avec, par exemple, des options. On peut estimer ça avec tout un tas de choses, rien que pour la fin d'année 2023. Et rien que ça pourrait nous donner une grande fourchette d'un prix du Bitcoin entre, par exemple, 30 000 et 60 000 $. Alors, vous imaginez bien que estimer un prix du Bitcoin en 2030, moi, je peux vous faire une fourchette entre 0, ce qui peut très bien disparaître, et 100 millions. Vous voyez que ça n'a pas trop de sens d'estimer quelque chose d'aussi loin, mais je sais également que c'est souvent ce qui fait lire dans les médias, c'est souvent ce qui fait cliquer pour les vidéos. Donc, c'est également quelque chose que je peux comprendre. Certains auteurs, certaines entreprises de recherche, certains hedge funds publient des données comme ça. Évidemment, c'est totalement compréhensible. Mais voilà, après, libre à vous de vous poser les bonnes questions. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, laissez-le moi savoir en mettant un like sous la vidéo. Si vous avez des remarques à faire, des suggestions d'articles, mettez-les dans les commentaires de cette vidéo. Je les prends en compte. La dernière fois, vous m'avez dit que le fond clair, ça vous piquait les yeux. Je l'ai mis en fond sombre. Si vous avez d'autres retours à faire, peut-être sur la taille de la vidéo, est-ce que peut-être sur la longueur de la vidéo, est-ce qu'elle n'est pas trop longue, est-ce qu'elle n'est pas trop courte, est-ce que je vais pas un peu trop vite sur certaines informations, peut-être un peu trop lentement sur des choses évidentes, dites-le moi dans les commentaires, ça me permettra d'améliorer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un indicateur qui ressemble au Fear and Greed Index dans sa façon d'être utilisé, extrêmement simple d'utilisation, mais avec des données différentes, et c'est un indicateur qui est assez intéressant. Je vous en reparle donc vendredi soir, la vidéo sort vendredi, et d'ici là, portez-vous bien, très bonne soirée à tous, à vendredi.